Bonsoir à tous et bienvenue dans BBC Info. Voici le sommaire de ce soir. En RDC, Antonio Guterres veut intensifier la lutte contre Ebola et les groupes armés. Il en a parlé aujourd'hui avec le président Félix Tshisekedi. Le verdict du putsch manqué de 2015 au Burkina Faso est tombé. 20 ans de prison pour Diendéré, 10 pour Bassolé. Et en Ouganda, gros plan sur une association qui tente de combattre la crise de santé mentale avec des chiens d'assistance. Antonio Guterres est en RDC, une visite de 3 jours pour le secrétaire général des Nations Unies dans le plus grand pays d'Afrique subsaharienne. La RDC accueille en effet l'une des missions onusiennes les plus importantes au monde avec 16 000 hommes pour plus d'1 milliard de dollars de budget annuel. Antonio Guterres a rencontré le président Félix Tshisekedi aujourd'hui. Plus de précisions sur cette rencontre avec notre correspondant Paul Mouzaya. L'entretien entre les deux personnalités a duré une trentaine de minutes. Le chef de l'État congolais et son hôte ont notamment évoqué la situation d'Ebola à l'est de la République démocratique du Congo. Sur le volet politique, eh bien, c'est la question de l'avenir de la MONUSCO qui était sur la table. Pour Antonio Guterres, si la MONUSCO se retirait brutalement, eh bien, la situation pourrait devenir pire sur le terrain. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes convenus que la MONUSCO va renforcer sa capacité d'action vis-à-vis l'ADF et va renforcer aussi sa coopération avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour mieux répondre aux préoccupations sécuritaires des populations face à cette menace qui est non seulement congolaise, c'est vraiment déjà une menace internationale. Paul Mouzaya, BBC Info, Kinshasa. Antonio Guterres qui a débuté son séjour en RDC par Beni et Goma afin de se rendre compte de la réponse anti-Ebola. Pour en parler, j'ai avec moi le docteur Socéphale, directeur général adjoint des urgences à l'OMS en direct de Goma. Bonsoir docteur. Première question, quel serait selon vous l'impact de la visite de Antonio Guterres sur la riposte contre Ebola? Je pense qu'il était important pour le secrétaire général d'aller sur le terrain, d'avoir des échanges directs avec les acteurs, de voir les progrès, les contraintes et de réaffirmer son soutien pour l'élimination de cette épidémie. L'efficacité de la réponse, docteur, n'est pas seulement une question de financement. Quels sont les facteurs qui handicapent vos efforts pour endiguer l'épidémie? C'est vrai que le financement est important parce qu'il nous permet d'être aussi bien dans les zones de transmission, mais aussi dans les zones à risque. Mais le facteur qui bloque réellement la réponse, c'est l'insécurité, comme vous le savez. Il est important que les équipes aient accès aux endroits les plus difficiles pour pouvoir délivrer des interventions de prévention et de contrôle de l'épidémie. Donc il y a des difficultés, comme vous venez de le dire, avec l'insécurité, mais il y a désormais également un vaccin contre Ebola. Quelle est la place de la vaccination dans votre dispositif de riposte? Je pense que le vaccin était extrêmement important pour contenir l'épidémie dans des zones spécifiques. Nous avons vacciné plus de 200 000 personnes. C'est une vaccination en ceinture qui cible les personnes qui sont les plus à risque. Donc c'est une phase expérimentale qui nous permet maintenant d'avoir un outil efficace. C'est vrai que les quantités disponibles ne permettent pas de vacciner toute la population, mais combiné aux autres interventions, ce vaccin a eu un impact extrêmement important dans la réponse. Alors justement, docteur, vous dites que c'est difficile de pouvoir venir en aide à toute la population. Quels sont concrètement les besoins en termes de financement? Donc, nous avons travaillé pour développer le 4e plan de réponse stratégique dont le coût est aux environs de 500 millions de dollars. Ça inclut aussi bien les actions de santé publique que les actions de sécurité et toutes les actions humanitaires pour venir en aide à cette population. Voilà le coût de la réponse. Merci, docteur Socéphale. Je rappelle que vous étiez en direct de Goma. Au Burkina Faso, après 19 mois de délibération, le tribunal militaire de Ouagadougou a rendu sa décision. Il a notamment condamné à de lourdes peines de prison les généraux Diendéré et Bassolé, présentés comme les cerveaux du putsch manqué de 2015. Lamine Noureddine Konkobo. Pendant les 19 mois qu'a duré le procès, ils ont clamé leur innocence. Mais les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé n'ont pas convaincu le tribunal militaire de Ouagadougou.
La Cour a conclu que les deux étaient bel et bien les cerveaux du coup d'État manqué de 2015 qui avait visé le gouvernement de transition. Les juges ont donc condamné à 20 ans de prison Gilbert Diendéré, ancien bras droit du président de Blaise Compaoré, condamné pour atteinte à la sûreté de l'État. Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères de Compaoré, lui écope de 10 ans d'emprisonnement. Au total, 84 personnes étaient poursuivies dans le cadre de ce procès et aux côtés des deux généraux, une dizaine de militaires, membres du commando qui avaient séquestré l'ensemble du gouvernement de transition, sont condamnés à des peines allant de 19 à 10 ans de prison. Dans une interview à la BBC, l'un des avocats des parties civiles, Maître Guy Hervé Cam, s'est félicité du verdict qui, selon lui, est conforme à la vérité des faits. La défense de son côté a fustigé un procès entaché de violation des droits des prévenus avec l'avocat de Diendéré, Maître Olivier Alkouni, se réjouissant néanmoins d'avoir été entendu par le tribunal. Le putsch manqué avait déraillé le processus de transition au Burkina Faso, enclenché après le soulèvement qui a chassé Blaise Compaoré du pouvoir. Plus d'une dizaine de personnes avaient été tuées dans les incidents qui avaient aussi blessé près de 300 autres personnes. Le reste de l'actu de ce lundi 2 septembre, en bref et en images. En Côte d'Ivoire, 12 personnes ont été interpellées par la police suite à la profanation de la tombe de DJ Arafat, le célèbre chanteur de coupé décalé. Parmi les images qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut voir un cercueil en partie détruit. Les chaussettes que l'artiste portait ont disparu. Les gerbes de fleurs qui décoraient la tombe ont été saccagées. Pas d'expertise médicale pour le président gabonais Ali Bongo. Une cour d'appel gabonaise a refusé d'entendre des opposants qui demandaient une audience sur leur demande d'examen médical du président 10 mois après son AVC. Le nouveau président de la cour d'appel souhaite que l'affaire soit traitée par la cour de cassation. Cette décision est considérée comme une victoire par les avocats du chef de l'État gabonais. Et puis la campagne pour la présidentielle anticipée du 15 septembre a débuté aujourd'hui en Tunisie. Les 26 candidats en liste auront 12 jours pour convaincre les 7 millions d'électeurs. 3 figures de la vie politique, le Premier ministre Youssef Chahed, le président par intérim du Parlement Abdel Fattah Mourou et l'ex-ministre de la Défense Abdelkrim Zbidi figurent parmi les candidats. À la une de l'actualité internationale, un prénom qui en peu de temps est devenu le synonyme de peur et de colère. Dorian, l'ouragan le plus violent de l'histoire, a frappé hier le nord-ouest des Bahamas avec des vents dépassant les 300 km à l'heure. Selon la Croix-Rouge, les conséquences sont catastrophiques avec jusqu'à 13 000 maisons détruites ou gravement endommagées. Un récit de Myriam Lewari. Ces îles du nord des Bahamas ont subi de plein fouet l'ouragan Dorian. Nous avons besoin d'aide. Tout est parti. Tout est parti. Mon toit n'est plus là. Il est estimé que les dégâts ici sont catastrophiques. Et l'ouragan Dorian n'a pas fini de se déplacer, ce qui signifie que les îles continueront à être dévastées. C'est certainement le jour le plus triste et le pire de ma vie pour m'adresser au peuple bahaméen. Je veux juste dire qu'en tant que médecin, j'ai été formé pour résister à beaucoup de choses, mais jamais à quelque chose comme ça. D'après les données recueillies, les spécialistes des ouragans pensent que Dorian se dirigera graduellement vers la côte est de la Floride. Puis, au cours des prochains jours, tout en s'affaiblissant, il devrait se déplacer le long de la côte vers la Caroline du Sud et du Nord. Ici, en Floride, tout le monde se prépare au pire. Dans certaines zones côtières, les autorités ont ordonné aux habitants de partir. La Maison-Blanche a aussi mis en garde la population. Ces effets se feront sentir à des centaines de kilomètres ou plus, et bien avant qu'elles ne touchent terre. Ça va s'étendre sur des centaines de kilomètres. Nous nous attendons à ce qu'une grande partie de la côte est des États-Unis soit touchée, certaines d'entre elles très sévèrement. Personne n'est encore capable de dire si l'ouragan Dorian touchera la terre sur la côte est des États-Unis. Mais cette tempête massive est trop dangereuse pour prendre le moindre risque. Déjà, dans le nord des Bahamas, les premières estimations indiquent que l'ouragan a détruit ou endommagé 13 000 maisons. La Floride pourrait être bientôt dans sa ligne de mire.
Nous retournons maintenant en Afrique pour le grand angle de ce BBC Info. Après des années de conflits, l'Ouganda est confronté à une crise de santé mentale. 90% des personnes ayant un problème de santé mentale ne recevront jamais de traitement. Mais une organisation appelée Comfort Dog Project tente de changer cela en formant des chiens errants et indésirables pour aider à guérir les survivants de la guerre. Regardez ce reportage signé Pierre-Antoine Denis. Ce chien m'a sauvé la vie. Sans lui, je serais morte. Filda a été enlevée et recrutée de force par l'armée rebelle dans le nord de l'Ouganda quand elle avait 13 ans. Elle a été témoin d'atrocités et a vu ses frères torturés et tués. Quand je suis rentrée, j'avais fait des cauchemars terribles. Je me rappelais de comment mes frères avaient été tués et toutes ces choses horribles qui me sont arrivées en captivité. Le Comfort Dog Project lui est venu en aide en lui offrant un chien. L'ONG recueille des chiens errants et indésirables pour les former en animaux de guérison et de thérapie pour ces enfants soldats et survivants de la guerre, aux prises aujourd'hui avec le traumatisme et la dépression. Un chien qui a souffert devrait être capable d'aider quelqu'un qui a subi un traumatisme. Francis a été aveuglé par l'explosion d'une bombe dans son village quand il avait 12 ans. Il a réalisé le potentiel de guérison des chiens quand 2 d'entre eux se sont liés d'amitié avec lui et ont commencé à le guider à l'école. Les chiens peuvent aider les gens à se réadapter psychologiquement, à prendre confiance en eux et à surmonter leur dépression. Francis a suivi une formation de psychologue et a mis en place le programme en 2015. Pendant les 5 mois de thérapie, les nouveaux propriétaires apprennent à dresser et à s'occuper de leurs chiens. Le groupe bénéficie également de séances psychologiques en traumatologie pour les aider à surmonter leur expérience passée. Mais c'est toujours un défi pour le projet d'être accepté. Dans le nord de l'Ouganda, les gens utilisent les chiens pour chasser, garder les maisons et aussi ils considèrent les chiens comme inutiles. Même si le ministre ougandais de la Santé estime qu'environ 70% de la population du nord de l'Ouganda a été traumatisée par la guerre, la santé mentale est encore stigmatisée. Cependant, les attitudes commencent à changer. Dans le cadre de son rétablissement, Filda aide avec les cliniques vétérinaires de terrain et éduque les gens sur la formation des chiens, les droits des animaux et le bien-être. On ouvre notre page sportive avec du football et ce mauvais quart d'heure pour le Belge Romelu Lukaku. L'attaquant de l'Inter Milan a été victime de cris racistes lors du déplacement à Cagliari. Des cris de singe ont été entendus alors que Lukaku s'apprêtait à tirer le penalty. Un incident qui intervient 4 mois après d'autres cris racistes à l'encontre du joueur de la Juventus, Moïse Kahn. De lourdes mesures devraient être prises dans les prochains jours. L'actu du terrain à présent avec un bouillant derby du nord de Londres en Première Ligue. Arsenal et Tottenham se sont quittés sur un nul, 2 buts partout du côté de l'Emirates Stadium. Mais les Gunners étaient menés 2-0 avant début d'Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang. Et un mot de tennis avec l'abondante surprise de Novak Djokovic à l'US Open. Mené 2-7-0, il était sur le point de perdre face au Suisse Stan Wawrinka lorsqu'il a décidé d'abandonner pour un problème à l'épaule. Une décision qui n'a pas du tout plu au public new-yorkais qui l'a sifflé lors de sa sortie. Et enfin, ceci pourrait-il être le futur de la Poste? L'inventeur britannique Richard Browning, qui a inventé ce jet, a fait plus d'1 kilomètre solide de White pour poster une lettre. Cette idée de poste fusée avait été imaginée par un entrepreneur allemand dans les années 30. Une idée qui a enfin réussi à décoller. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, notamment au Cameroun sur Canal 2. Bonne soirée à tous et à demain.